Aujourd'hui, un Français qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans n'aura peut-être pas de retraite ou une toute petite retraite. Explique-nous un peu ce qu'il y a derrière. Comment vous faites concrètement pour gagner du cash sur une clientèle retail ou les déposits? Moi si je me trompe, ils sont de 10, 20 000 euros. En fait, les banques n'aiment pas la bourse pour leurs clients. Et on a la preuve. Tout le trading qui est fait sur les propres firmes, il est scruté, analysé. Je sais pas quel logiciel, peut-être c'est boosté par l'IA, j'en sais rien. L'ETF, c'est quelque chose de plus safe pour quelqu'un qui ne connaît rien. Pour préparer sa retraite, c'est d'investir de manière récurrente. Et dans 20 ans, 30 ans, vous avez un portefeuille avec X milliers d'euros et que vous allez pouvoir vendre au fur et à mesure pour vivre. Nos clients veulent prendre leur argent en main, n'ont plus confiance en la politique qui est de plus en plus complexe en France. Est-ce que l'intelligence artificielle, selon toi, risque de tuer plus loin les traders particuliers et les investisseurs ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube UGK Trading. Aujourd'hui, je suis une nouvelle fois à Genève dans le studio de podcast avec cette fois-ci Clark Hassan qui est dirigeant, fondateur, investisseur d'une plateforme d'investissement, une plateforme aussi un petit peu d'investissement sous forme de réseaux sociaux, mais il va l'expliquer directement dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais lui poser pas mal de questions, même des questions un petit peu délicates sur la face cachée des plateformes d'investissement, des néo-brokers. Peut-être des questions qui vont pas te faire plaisir, Clark, mais je pense que c'est super important. Ça va permettre aussi de mieux comprendre ton modèle et voir à quel point Goliath est solide. Et également, j'ai récupéré des questions que vous m'avez posées justement pour Clark, parce que vous étiez au courant que j'allais faire ce podcast, donc je pense que ça va être super intéressant. Également, avant de commencer et de te laisser la parole, Clark, je vais te présenter rapidement et après, on va te faire un petit jeu où tu vas répondre l'un ou l'autre. Ça va permettre à l'audience de mieux te connaître. Pourquoi je vais te présenter Clark et tu vas pas le faire? Car j'ai déjà fait un podcast avec Clark Hassan. Je vous mets l'affiche juste au-dessus. Il va parler justement un petit peu de ce qu'il a fait plutôt côté entrepreneuriat. Alors, tu peux quand même m'arrêter si je me trompe, mais Clark Hassan, on va dire environ 30 ans, il a créé une plateforme d'investissement. Il a été dans le passé entrepreneur dans les chaussures avec des chiffres juste incroyables, 12 millions de chiffre d'affaires, je crois, à 22 ou 23 ans, donc c'est un truc de fou. Passionné du coup par l'investissement en bourse, il décide après ce succès de développer sa propre plateforme, son propre broker réglementé en Union européenne. Tout ça, vous le retrouvez une nouvelle fois dans le podcast. Comment tu vas, Clark? Est-ce que tu peux rajouter juste quelques mots? Déjà, merci de me recevoir ici à Genève, toujours un plaisir. Tu as bien résumé mon parcours et Goliath, qui est une plateforme de social trading. Donc, on va pouvoir trouver plusieurs classes d'actifs, de l'investissement long terme, de l'investissement court terme, des produits structurés, mais ce qui nous différencie vraiment des plateformes, c'est la partie sociale, éducative de Goliath, où tu peux apprendre, comprendre et investir sur les marchés, où on a énormément de novices qui se lancent aujourd'hui sur un marché qui est un moment qui est assez compliqué sur les marchés, mais c'est hyper important de tout comprendre avant de se lancer, et c'est là où on se différencie avec Goliath. Avec du coup aussi de la formation. La formation, de l'académie. Qui est super intéressant. Alors pour mieux te connaître rapidement de manière un petit peu détournée, je vais te poser quelques questions, c'est très très rapide et on va tout de suite comprendre ton profil, on va tout de suite te cerner un petit peu ton profil d'investisseur ou de trader un petit peu dynamique. Alors est-ce que tu es plutôt analyse technique ou analyse fondamentale? Je suis plutôt analyse fondamentale. Ok. Moi, je suis plutôt analyse technique, par exemple. Mais parce que tu es plutôt trader. Plutôt court terme, exactement. Parce que le technique, c'est on rentre, on sort, on a besoin de niveau de prix. Le fondamental, enfin, on a investi dans des entreprises, on a besoin de savoir sur quoi on investit, ce qu'on peut investir potentiellement dans 5-10 ans. Donc, c'est très clair. Trading ou investissement long terme, du coup, on va dire que je fais 90% d'investissement et 10% de trading. J'aime bien m'amuser un petit peu. Tout ce que je suis prêt à perdre, je le mets en trading. Ok, très clair. Et du coup, tu es plutôt SP500 ou DAX pour tes investissements ou ton trading éventuellement? Moi, je suis plutôt S&P 500. Ok, et sur tes investissements, tu es plutôt dans une approche dividende ou plus-value? Plus-value. Je ne regarde pas les dividendes en général des entreprises, c'est pas sur quoi je vais m'appuyer pour investir. Ok, et en termes de trading, tu es plutôt scalper ou swing trader? Je vais acheter pour 1 ou 2 heures maximum. Je vais trader plutôt sur du forex, donc de l'euro-dollar, et sur du gold. Principalement, mes activités de trading, c'est sur ces 2 points. Ok, intéressant. Et donc, tu préfères les marchés volatiles ou les marchés haussiers, on va dire, qui grimpent? Pour le trading, c'est volatile. Ok. Et pour l'investissement, on préfère quand
quand c'est aussi, évidemment. Ok. Ce qui n'est pas le cas du tout au moment, par ailleurs, où on tourne le podcast, où il y a eu les taxes douanières de Trump, c'est un bordel, une énorme baisse sur le S&P. Disons que c'est les soldes, même si ça peut toujours descendre un petit peu, ça peut continuer à descendre, mais quand on est investisseur long terme, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour investir, mais disons que là, c'est quand même une opportunité. Ouais, clairement, c'est juste qu'il faut avoir une vision long terme. Mais si on a une vision court terme et qu'on a essuyé une perte et qu'on accepte notre perte, bon, ça fait mal. Mais quand on a investi sur la S&P 500 via des ETF, en tout cas moi c'est ce que je dis, on le fait en DCA, c'est ma façon de faire. On avait parlé d'ailleurs sur le dernier podcast, et c'est potentiellement 5, 10, 20 ans pour préparer sa retraite. Donc une baisse, bon voilà, ça nous permet de racheter en DCA sur des bien meilleurs niveaux de prix et lisser le prix. Je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça. T'es plutôt crypto ou bourse traditionnelle? Bourse traditionnelle, 100%. Ok, ouais, c'est intéressant. J'ai jamais été pro-crypto. J'en ai un petit peu pour la diversification de mon portefeuille, mais c'est pas un sujet sur lequel je m'intéresse énormément. Je le fais pour mon business parce que j'ai pas le choix, mais je préfère investir dans une entreprise qui a de l'avenir, qui a des employés, qui a un vrai projet, que des cryptos où parfois il n'y a rien. Tu as plus confiance dans des vraies entreprises que dans des cryptos. Ouais. Ok. Très clair. Déjà, ça permet aussi de vraiment de mieux cerner juste ces quelques questions. C'est assez intéressant. Justement, toi, tu as créé une boîte. Et encore une fois, vous allez trouver tous les liens dans la description si vous voulez tester Goliath. Vous allez d'ailleurs pouvoir suivre mon portefeuille aussi, je le précise, d'investissement long terme. Et donc, dans ta boîte d'investissement que tu as créée, de plateforme, on va dire, d'investissement, toi, tu mets beaucoup en avant la plateforme sur le téléphone, qui est d'ailleurs très bien faite. Et ma question est la suivante, tu es plutôt, essaye d'être honnête, sur ton propre profil, tu es plutôt utilisateur d'un téléphone pour investir ou de double écran, quelque chose de clean à ce niveau-là? Quel est ton avis par rapport à ça? Alors, c'est marrant parce que j'ai toujours été critiqué par mon associé pour ça. Ouais. Je travaille que avec mon téléphone, même au bureau. Donc, j'ai mon ordi, mais après, tout ce que je fais, je le fais avec mon téléphone. Donc, pareil pour le trading et l'investissement, je le fais principalement avec mon téléphone. Et pour tous les clients qui nous regardent, ça fait pas mal de temps. Peut-être qu'au moment où on va sortir ça, on aura déjà sorti le site. Mais en tout cas, on sort la plateforme web Goliath parce qu'on a énormément de clients qui ne souhaitent pas investir par téléphone. Quand tu commences à investir des gros montants, tu préfères être sur web, faire tes recherches sur web. C'est plus agréable. J'ai mes doubles écrans au bureau, mais je n'utilise pas beaucoup. Ouais, et puis d'ailleurs, je peux confirmer, là, juste avant le podcast, tu étais bien pendant une petite quinzaine de minutes sur ton téléphone. Je ne sais pas ce que tu étais en train de faire, si tu boursicotes ou si tu bosses. Mais, on fait les deux. Hein. Mais ouais, non, je comprends. Alors moi, pour le côté trading, le téléphone, sincèrement, je vous donne mon avis, oubliez. Maintenant, pour l'investissement, il n'y a pas forcément de stop loss. Vous investissez dans le SP500 ou dans d'autres produits d'investissement long terme. Vous pouvez le faire depuis un téléphone, il n'y a pas de problème. Maintenant, je comprends que la demande, elle soit là, d'avoir justement une belle plateforme avec un site internet sur 2-3 écrans. Enfin, franchement, c'est un luxe quand on veut faire les choses sérieusement, je pense. Ok, super. Donc, tu es plutôt trading solo, c'est-à-dire tu prends tes propres décisions, ou tu es un peu copy trading? On va plutôt parler de copy investissement, si je peux utiliser ce terme. Parce que c'est un peu ce que vous faites aussi avec votre réseau. Complètement. On ne fait pas encore de copy trading, on fait plutôt du copy investissement, comme tu le dis. Les portefeuilles sont publics, pour les clients qui le souhaitent en tout cas. Et tu peux partager tes achats, tes ventes, tes playlists. Playlist, c'est la création de ton propre ETF. Ouais. Tu vois, j'ai copié ta playlist sur le Gold avec les actions qui sont principalement axées Gold, qui performent en cette période-là. Je ne sais pas si tu as vu. Ce qui me sauve un peu, parce que j'avais investi sur... justement, avec Goliath, j'ai investi sur l'indice World. Bon, là, il corrélait au SP500. J'ai pris une assez grosse perte. Mais heureusement, j'ai le Gold qui a en fait sécurisé d'une certaine manière mon portefeuille. Carrément, pas le Gold directement, mais des entreprises. Ouais, les entreprises. Donc, je copie un petit peu. On a French Startupper aussi, Hugues Trijas, qui a un très beau portefeuille, qui a fait une bonne playlist crypto. Alors, pas que des cryptos. C'est pas de crypto dedans, mais c'est des entreprises corrélées à la crypto. Coinbase, MicroStrategy et autres. Évidemment que je copie les personnes qui font des bonnes playlists. Après, je prends mes propres décisions sur de l'investissement ou du trading. Évidemment, on a un petit groupe de copains où on s'envoie nos idées. Mais voilà, Goliath, c'est un peu l'objectif de notre création, de notre développement. C'est de pouvoir échanger avec la communauté. Aujourd'hui, on va pratiquement atteindre, là, en très peu de jours, 50 000 personnes.
Donc, il y a 50 000 personnes qui échangent. On a un feed d'actualité. Les gens partagent leurs achats, leurs ventes, leurs questions. Et c'est ça qu'on essaye d'avoir et qu'on travaille pour que les personnes qui n'ont jamais investi aient un peu moins peur de se lancer. Ça me permet de rebondir sur une question qu'on m'a posée. Je vais la poser maintenant parce que je pense que c'est lié. Est-ce que tu recommandes de copier des investisseurs? Est-ce que quelqu'un qui n'y connaît rien, il arrive, il va copier, par exemple, il va copier Clark Hassan, il va copier Faustin Prieux ou David ou je ne sais qui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas en fait? Évidemment, c'est une bonne idée. Par contre, il faut bien tout regarder. Je vous donne un exemple. Si tu vas sur ton portefeuille aujourd'hui, tu vas voir la performance. Tu vois que Faustin, il a fait 60 trades, imaginons, et qui a une performance de 8% sur l'année. Tu te dis, bon, lui, c'est un bon investisseur, je vais y aller. En revanche, si les statistiques ne sont pas bonnes de l'investisseur, qu'il ait fait plus 100%, mais il a 2 trades sur son profil. Ouais, c'est un peu du gambling, tu vas dire. Ouais. Il a eu un peu de chance, ça ne veut pas dire qu'il va cartonner l'année d'après. Donc, il faut bien faire ses recherches. On donne toutes les analyses. On a la diversification du portefeuille, actions européennes, produits structurés, matières premières, etc. pour montrer que le trader est assez bon et qu'on peut le copier. Donc, il faut prendre ses propres décisions par rapport à ça. Mais oui, c'est une bonne stratégie de copier un bon investisseur. Ouais, donc au final, ça revient un peu au même de choisir une action, on doit choisir un investisseur. Mais ça peut aussi simplifier le travail. Ok, très bien. Autre question, tu es plutôt gros levier ou zéro levier? Si tu dois choisir juste l'un ou l'autre. Je sais que c'est pas évident, mais... Si je dois choisir l'un, évidemment, je fais de l'investissement parce que je suis sûr à 95% de gagner sur de l'investissement long terme. Oui. Vraiment, il y a peu de risques quand on pense long terme, encore une fois. Les personnes qui sont arrivées il y a un mois, qui ont commencé à investir, ils doivent se dire « la bourse, c'est pas pour moi ». Tandis que c'est faux. On est juste sur un mauvais moment et il faut continuer à investir de manière récurrente. Mais, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien le levier de temps en temps. Je suis plutôt 90-10. Tu réponds pas à la question là, tu choisis l'un ou l'autre. Je suis plutôt 90-10. Ne joue pas à l'homme politique avec moi. Bon, alors disons investissement long terme. Ok. 2 dernières questions que ça, maintenant vous avez bien cerné. Clark, t'es plutôt Trump ou Biden? Trump, ok. Warren Buffett ou Elon Musk? Warren Buffett. Ok, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Vraiment, ça permet de bien de cerner. Alors maintenant, on va passer dans la partie, comment je pourrais dire, peut-être un petit peu plus délicate, avec des questions un peu plus controversées sur le côté courtage. On l'a déjà fait sur la chaîne YouTube côté broker, on va dire CFD, produits à levier. Là, on va plutôt être axé sur le côté plateforme d'investissement, mais c'est, je pense, relativement lié. Déjà, une première question que j'ai reçue, combien ça coûte de créer un broker comme tu l'as fait en Union Européenne? Et d'ailleurs, petite information, vous avez levé 3 millions, là, il y a quoi, il y a 2-3 semaines, c'est ça? Ouais, on vient de clôturer, on l'a annoncé il y a une semaine. On a levé 3 millions d'euros. Ok, et combien ça coûte quelqu'un demain qui veut lancer son broker? Combien ça coûte pour faire quelque chose de sérieux, un petit peu comme vous? Alors, pour lancer son broker, si tu comptes pas la publicité vraiment autour, mais juste être prêt à avoir une plateforme, ta régulation et être prêt à lancer, faut compter entre 2 et 3 millions d'euros. Ouais, donc il y a des énormes barrières à l'entrée. Alors ça, c'est si tu veux faire quelque chose de réglementé. Si tu veux faire quelque chose de offshore, bon bah... Je connais pas du coup le marché offshore, mais si tu veux lancer une plateforme, ça te coûte entre 2 et 3 millions d'euros, entre la plateforme et les réglementations. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que il faut du temps. Et du temps et les bonnes équipes les bons avocats. Nous, il nous a fallu 2 ans et demi pour juste obtenir notre licence. Donc, tu travailles pendant 2 ans et demi à créer une application, à obtenir ta licence sans avoir un seul client et sans rentrer un euro. Ça fait peur comme business, en tout cas à lancer. Et d'ailleurs, combien ça coûte pour maintenir un broker, une plateforme comme la tienne par an? Tout dépend des brokers, évidemment. Nous, aujourd'hui, on dépense entre 150 et 200 000 euros par mois. Pour la publicité ou juste pour maintenir... Non, pour nos équipes, pour les réglementations, pour les audits. Enfin, il y a énormément de points, plus la publicité, incroyable. Évidemment. On est entre 150 et 200 000 euros. Après, notre objectif, on ne regarde pas spécialement tout ce qu'on dépense, même si on est obligé.
Mais notre but, c'est Là, vous êtes dans une phase de développement. Une phase de développement où on veut un maximum de clients. Et aujourd'hui, le bouche à oreille marche très bien parce que, encore une fois, on n'est pas juste une plateforme de trading ou d'investissement, on est une plateforme sociale. Donc les gens viennent sur Goliath pour apprendre et comprendre les marchés financiers et ensuite se lancer dans l'investissement. Ok, très clair. Et justement, tout à l'heure, on disait que vous avez levé 3 millions. Et toi, tu avais une idée de projet bien précis, avec une mission, rendre accessible l'investissement en bourse, simplifier justement un petit peu les process, notamment pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent financer leur retraite. On voit le système de retraite aujourd'hui. J'ai fait une vidéo, je me suis pris des commentaires négatifs. Je dis, si vous êtes en France aujourd'hui, vous investissez pas. Si vous avez moins de 25 ans, vous n'allez pas avoir de retraite. Moi, c'est mon avis. Je reviens sur ce que tu dis, mais en fait, il y a quelques années, tu avais 3 travailleurs pour 1 retraité. Ouais. Aujourd'hui, tu as 1,5 travailleurs pour 1 retraité. Donc le modèle ne tient pas déjà Donc juste, le modèle juste à ce niveau-là. ne tient pas. Et aujourd'hui, un Français qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans n'aura peut-être pas de retraite ou une toute petite retraite. Et plus tard surtout aussi. Ouais, c'est ça. Et donc comment faire, nous, à notre niveau, nous, toi, moi, enfin tous les Français, on n'a pas les épaules pour faire quelque chose. On peut rien faire, tu vois. En revanche, on peut combattre ça en investissant son argent. C'est sûr que c'est pas en faisant de la politique. On peut se lancer dans la politique, essayer de changer le système. Voilà, mais c'est pas ça qui va marcher. En revanche, si tu veux combattre ça, il faut investir sur les marchés. Si tu prends les 10 dernières années, les 15 dernières années du CAC 40 ou du S&P 500, vous êtes gagnant. 10% annualisé, je crois. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc peut-être que cette année va être perdante, mais en revanche, si tu investis sur du long terme, sur des ETF, tu gagnes, tu es gagnant. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, pour terminer ma question, je disais, donc vous avez levé 3 millions. Donc toi, tu avais cette mission-là qu'on vient de décrire. Et le fait de lever des fonds, c'est une question que pas mal de gens se posent quand j'ai parlé de toi, notamment sur mon dernier live, j'ai reçu des messages. Parce que tu avais mis aussi un post sur LinkedIn où tu avais justement expliqué que tu as levé de 3 millions où tu m'avais identifié. Et j'ai reçu notamment pas mal de questions sur ton projet. Et la question était la suivante, est-ce que tu vas pas perdre la main sur ton projet, sur ton idée, sur ta vision, le fait d'avoir d'autres investisseurs? Et est-ce que du coup ça garantit tout de même l'idée que tu as de Goliath, le fait d'avoir d'autres personnes qui rentrent entre guillemets chez toi, dans la maison? Ce qui est important quand tu fais une levée de fonds, c'est de trouver des partenaires qui sont d'accord avec ta vision. Nous, aujourd'hui, on n'a jamais fait rentrer de VC dans Goliath. On a des business angels, des gros business angels, des mecs qui mettent des tickets à 200 000, 300 000, 500 000 euros. Et la différence, c'est que ces personnes-là sont totalement alignées avec toi. Parce que tu fais des rendez-vous, tu leur parles, tu leur expliques ce que tu vas faire, pourquoi tu veux le faire, et ils investissent sur ça. Et c'est la chance qu'on a eue d'avoir des personnes qui sont alignées avec nous, parce que ce n'est pas notre première levée de fonds, c'est notre deuxième. Et aujourd'hui, on a une mission, c'est de rendre accessible l'investissement sur une multitude de produits financiers. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire depuis 1 an et demi maintenant qu'on est sur le marché. On a, comme je t'ai dit, presque 50 000 personnes qui sont, dont 10 000 actifs sur Goliath. Ok, très bien. Autre question, souvent qui fait débat. Alors, il y a eu beaucoup ce débat-là sur les brokers CFD, sur les brokers un peu trading effet de levier, vraiment spécifique CFD. Vous, aujourd'hui, vous ne faites pas encore de CFD, peut-être vous le ferez plus tard. Et il y a eu ce débat, est-ce que le courtier il gagne de l'argent quand les clients perdent? Il y en a beaucoup qui se posent cette question, on peut comprendre. Alors après, la plupart ne comprennent pas le vrai modèle. Et quand on parle de trading actif, il y a un gagnant, un perdant. C'est comme la personne qui va faire de l'option, il y a l'acheteur d'option, la contrepartie, c'est le vendeur d'option. Enfin, il y a toujours une contrepartie. Maintenant, vous, dans votre cas, vous faites des produits structurés. On va pas se mentir, la plupart des gens ne comprennent rien à ce que c'est que des produits structurés. Vous essayez de les simplifier. Concrètement, comment vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous gagnez de l'argent parfois quand des particuliers vont perdre? C'est une question, encore une fois, que j'ai reçue à destination d'un gérant de broker. Je sais que ce n'est pas une position facile, mais concrètement, comment vous allez générer du cash? Parce que sur les ETF, vous gagnez des tout petits frais. Sur les actions, vous gagnez des tout petits frais. Sur les structurés, c'est peut-être sur ce côté-là, moi, que je maîtrise un petit peu moins, qui sont pour autant des produits super intéressants, d'ailleurs, je trouve. Mais explique-nous un peu ce qu'il y a derrière. Comment vous faites concrètement pour gagner du cash? Sur une clientèle retail ou les déposits? Arrête-moi si je me trompe, ils sont de 10, 20 000 euros. On n'est pas sur des déposits moyens de 1 million ou 2 millions. Même s'il y en a, mais très peu. C'est moins, ok, ouais.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est hyper transparent sur nos frais et là où on gagne de l'argent. On est une plateforme où on n'est pas cher parce qu'on sait que nos clients veulent se lancer et qu'il y a quand même de la concurrence sur le marché. Ouais. On a plusieurs classes d'actifs, comme tu le disais. Les actions, l'investissement long terme, on ne gagne pas d'argent dessus. On est pratiquement prix coûtant. Disons que c'est notre cheval de Troie, on ramène nos clients grâce à l'investissement long terme parce que c'est ce qu'il y a de plus, sexy, tu vois. C'est facile, tu investis, tu places et tu reviens dans 5 ans et ton argent il est là et il a fait que grimper. Ensuite, on a les produits structurés, qui est un produit génial pour moi. Évidemment, ça peut être des produits extrêmement risqués. C'est pas ce qu'on fait chez Goliath. On fait des produits qui sont créés par notre analyse de marché, mais surtout on fait toujours en sorte que nos clients gagnent de l'argent sur nos produits structurés. Et sur, je crois, 25 produits qu'on a lancés, on a 2 produits pour l'instant qui sont en dessous de la barrière de protection, ce qui n'est pas grand-chose, tu vois. Sur combien, tu m'as dit ? Sur 25 ou 30 produits. Et on a très peu de produits qui sont en dessous de la barrière de protection. Et du coup, comment vous gagnez de l'argent sur ces produits structurés ? Sur un produit structuré, quand tu viens et tu investis 100 €, nous, on va te prendre 1% de frais d'entrée. On ne prend pas de frais au moment où on rembourse le produit. Et on a notre émetteur qui nous paye aussi 1%. Donc, on va gagner un peu d'argent sur chaque produit. Encore une fois, c'est très faible et ça ne permet pas de faire en sorte que notre plateforme gagne de l'argent. On est sur multi-produits, on a des clients qui sont vraiment récurrents. Là où on va gagner de l'argent, nous, comme tu le sais, depuis pas mal de temps, on a lancé le trading à effet de levier. Donc, on a des devises, des matières premières, des actions. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients actifs en tant que traders sur les marchés effet de levier. Et un trader moyen sur notre plateforme, il fait 10 trades par jour. C'est énorme. Sur le trading, hein. Ouais, je trouve ça énorme, mais bon, c'est des traders très actifs, ok. Très actifs, vraiment ultra actifs. Il y a des frais overnight aussi que tu connais. Quand tu gardes ta position le soir, on va te prélever de l'argent par rapport à l'argent qu'on t'a prêté. Voilà, la taille de position. Exactement. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, c'est sur le trading où on va se rémunérer un peu mieux parce que les frais sont un peu plus élevés. Il y a beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'achats-ventes. Ouais. Et on a touché une nouvelle clientèle qui cherche les opportunités court terme. Ok. En tout cas, c'est très transparent. Donc, au final, ouais, il y a les structurés et potentiellement d'autres produits que vous avez lancés qui sont rentables. Parce que les structurés, et là où je pense que c'est votre valeur ajoutée, je dis ce que je pense, c'est pour ça aussi que j'ai noué un partenariat avec vous sur la partie investissement long terme. C'est aussi surtout pour les structurés que vous avez mis en place. Parce qu'il faut savoir qu'un produit structuré, tu m'arrêtes si je me trompe, mais toi, quand tu as gagné beaucoup d'argent, quand tu as vendu ton ancienne boîte, encore une fois, c'est sur l'ancien podcast, tu as eu beaucoup de cash. Et c'est là où tu t'as été, j'imagine, dans des banques privées. Et c'est dans des banques privées un peu plus premium que tu as eu accès à des produits structurés qui sont accessibles aux alentours, je crois, je peux me tromper, c'est aux alentours de 50 000 euros. Oui, c'est entre 50 et 100 000 euros. Après, en assurance vie, tu peux avoir quelque chose de plus faible. Mais aujourd'hui, si tu veux investir sur un produit structuré, c'est pas facile. Et vous simplifiez ça au maximum? Oui, c'est 200 € minimum. Okay. On propose du 9 à 11% par an, parfois avec des coupons garantis, capital non garanti. Et c'est ça qui marche. Ça marche très bien. Hein. On en finance un par mois, à peu près 100 000 € par mois de produits structurés. Parfois, on va en faire 2 à 75, mais c'est ce qui marche très bien. Ok, vous êtes presque les seuls en termes de néo-brokers, entre guillemets, à faire les structurés, sauf erreur. Oui, il y en a. Il y en a d'autres, mais tu ne veux pas nous le dire. Non, c'est pas des néo-brokers, tu vois. C'est plutôt des fonds de gestion où ils vont te placer sur des structurés. Mais oui, en petit ticket comme ça, vraiment, on est les seuls. Okay. Mais ça, c'est intéressant. Et comme tu sais, je te parlais juste avant, on lance aussi notre fonds de gestion actif d'ici septembre pour nos clients avec des tickets d'entrée un peu plus élevés, entre 5 et 10 000 €. On est en train de choisir. Mais voilà, l'idée, c'est de proposer à nos clients aussi l'investissement 100% piloté pour nos clients. Ok, super. Très, très clair. Autre question, pareil, toujours un petit peu délicate, hein, c'est cette partie-là. Hein, c'est pas que j'en veux à Clark, mais au contraire, ça permet aussi de montrer ton modèle et la solidité de ton modèle, comme j'ai dit.
Mais j'ai reçu encore quelques questions, pas forcément toujours évidentes à traiter. En l'occurrence, sur votre plateforme, et moi je le sais parce que j'utilise votre site, je reçois des notifications très régulièrement. Et j'en parlais d'ailleurs ici à cette place-là quand j'étais avec Ibrahim Chauvin. On parlait de Tesla, où je disais que Tesla, moi, c'est une entreprise que je trouvais catastrophique à acheter. Et j'ai reçu une notification juste avant le podcast de qui? De Clark Hassan a acheté X ou Y volume d'actions Tesla. Et au final, c'est quoi l'intérêt derrière? C'est de pousser d'une certaine manière les gens à se former, à trader plus, à investir. Et est-ce que justement, ça n'a pas un effet pervers, justement, ces notifications-là? Alors, avant de répondre à cette question, je vais te répondre à une question que tu as posée juste avant, que j'ai oublié de répondre, qui est assez importante. Est-ce que quand le client perd de l'argent, nous, on gagne? Ouais. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ça s'appelle du B-book. Ouais. Donc, ça veut dire que toi, Faustin, si j'ai analysé ton profil et que tu es un mauvais trader, eh bien, je ne vais pas placer ton ordre sur le marché. Quand tu viens, tu vas placer 10 000 euros. Je vais dire non, Faustin, c'est un mauvais trader. Et ces 10 000 euros, je prends la position à sa place. Et si tu perds tes 10 000 euros, bah, j'aurais gagné 10 000 euros. Par contre, si tu gagnes, tu perds 10 000 potentiellement. Je perds 10 000 et je te paye la plus-value, etc. Voilà, ça c'était la première question. Ensuite, pour la notification. La notification, c'est une des bases de notre projet, c'est la partie sociale. Je me répète, mais c'est vraiment notre ADN, c'est de pouvoir échanger, parler avec la communauté. Et quand tu suis une personne, si tu me suis moi, c'est que tu me suis pas pour être ami avec moi, on n'est pas sur Facebook. Tu me suis pour connaître ce que je fais sur les marchés. Et donc, si tu as envie de savoir ce que je fais, quand je partage, j'achète du Tesla et je le partage, donc je décide de le partager sur le feed d'actualité, parce que si je le partage pas, tu reçois pas de notification. T'es pas obligé de le partager. Voilà. Si je le partage pas, tu reçois pas de notification. Et à partir du moment où je le partage, donc tous les gens qui sont abonnés à moi, ils reçoivent une notification et ils ont envie d'investir ou pas, tu vois. Donc c'est pas pour que les gens investissent. Déjà, tu peux désactiver cette notification-là, mais c'est vraiment pour t'alerter que la personne que tu suis investit. Comme tu dis, tu fais le choix de suivre des personnes. Moi, je suis par exemple Hugues et d'autres personnes que vous avez sur votre plateforme. Je suis honnête, hein, je suis surtout les gros que vous avez et qui vous avez noué des partenariats, notamment David Laroche. Il me semble que je le suis depuis peu. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse de voir aussi ce que tu fais. Maintenant, c'est vrai que c'est une remarque que je me faisais, mais sur l'ensemble des questions que je t'ai posées, en fait, tu as très bien répondu. Et encore une fois, ça montre que tu maîtrises parfaitement ton sujet, que c'est solide. Et de toute façon, c'est des questions que Clark, il a reçues, j'imagine, de la part de potentiels investisseurs, de clients. Donc, je ne fais pas ça évidemment pour le piéger, mais c'est des questions que tout le monde se pose. Et c'est pour ça que je les pose. Quand j'ai lancé Goliath, je me suis mis sur le service client dans un premier temps. Ouais. Pour avoir toutes les questions des utilisateurs et savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour les rassurer. Ouais. Et toutes ces questions que tu me poses, évidemment qu'elles sont posées par les clients pour avoir des réponses pour ensuite se lancer. Parce qu'une plateforme où tu mets ton argent, c'est quand même une plateforme où tu dois avoir confiance. Et c'est pour ça que je suis très mis en avant. Parce que quand il y a le CEO de l'entreprise qui parle avec sa communauté, ça donne une certaine confiance et c'est important Et j'ai gardé encore ça. Je prends des calls avec les clients tous les jours. Ok. Ce que tu faisais déjà quand on avait fait le dernier podcast, il y a combien de temps en arrière? Je sais plus combien de temps, mais c'était au moins 6 mois. C'était il y a 6 mois, ouais. C'était au mois de septembre, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était au mois de septembre. Ok, et justement, en termes de réglementation, tu nous as expliqué le coût qui est juste gigantesque. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, où il y a plein d'arnaques autour du trading, est-ce qu'en investissant chez Goliath, j'ai une garantie des fonds, j'ai une sécurité sur mes trades, mes exécutions, elles vont être bonnes? En fait, qu'est-ce qui garantit que Goliath, aujourd'hui, il est solide par rapport à un Trade Republic, excuse-moi de les citer, ou par rapport à un IG, qui est une banque ici en Suisse, aussi un de nos partenaires pour vraiment le côté trading? Qu'est-ce qui nous garantit, du coup, que Goliath a les reins solides, si je peux m'exprimer ainsi, pour gérer des clients? Très bonne question. Tu as cité des brokers qui sont très reconnus sur le marché et qui font très très bien leur travail. C'est très simple. Nous, on est une entreprise régulée en Europe, donc par la SAISEC, et passeportée en France par la CPR. Et donc, quand tu rajoutes de l'argent, toi, Faustin, et tu ne vas pas les investir instantanément, l'argent est sur un compte séquestre. On ne détient jamais les fonds de nos clients.
Donc si demain Goliath, ce qui n'arrivera pas, mais est amené à fermer, eh bien nos clients détiennent leur argent et leurs actions. Goliath ne détient jamais les actions des clients. C'est-à-dire que quand Faustin achète 1000 € de Tesla, il détient 1000 € de Tesla. Et donc, c'est pas vous, Goliath, qui détenez Tesla moment. Pour le client. On n'est pas omnibus account. C'est bien que tu précises. Mais, et d'ailleurs, moi, j'ai rien contre ça quand c'est des grosses institutions qui le font. D'ailleurs, notamment ceux qui font des actions fractionnées. Ouais. Automatiquement, c'est pas si moi demain j'achète juste une partie de l'action Amazon. Au final, c'est mon intermédiaire, le courtier, qui va le détenir pour moi. Alors, donc ça, j'ai rien contre ça. On fait le fractionné via un broker externe avec qui on travaille. C'est un grossiste, hein, on l'appelle comme ça. Et ça, tu es assuré à hauteur de 500 000 €. Mais tu as quand même un compte à ton nom, là-bas, avec le nombre d'actions. Donc, si demain, on est amené à fermer, tu as tes actions que tu détiens chez ce broker. Et on est une entreprise régulée, on a un audit, on a des audits tous les trimestres, mais que ça soit technique ou que ça soit financier, ouais. On a des reporting chaque jour avec le nom du client, le montant qu'il détient en actions, etc. et le montant d'argent qu'on a sur le compte séquestre. Et en fait, on ne peut jamais... C'est pas possible de tricher dans ce monde-là. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez vite vous faire retoquer et instantanément, merci, au revoir, quoi. Et on est dans un milieu financier, donc hyper strict. Et comme je l'ai dit tout à l'heure... C'est durci, on en parlait dans la voiture tout à l'heure. De plus en plus, On a eu 2 ans et demi pour obtenir notre licence, je sais pas si tu te rends compte. Et alors évidemment, quand tu es entrepreneur, tu dis... 2 ans et demi, c'est énorme. 2 ans et demi, c'est long. Mais en soi, ça donne une barrière à l'entrée qui ne permet pas à tout le monde de faire un business où... même si tu ne détiens pas l'argent des clients directement, où tu es amené à voir beaucoup d'argent circuler sur ta plateforme, nous, on génère entre 1 et 3 milliards de volume de transactions mensuels. Donc, ce qui est des montants faramineux, mais c'est pour ça qu'il faut être régulé, parce que c'est pas rien. C'est incroyable, c'est vraiment le parcours du combattant, mais c'est un mal pour un bien, entre guillemets, pour les clients. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et même dans tout ça, tu vois, tu as des plateformes comme FTX, mais c'est parce que c'est de la crypto, tu vois. Ouais, FTX, ça n'a rien à voir. Puis FTX, ils étaient régul, enfin, ils n'étaient même pas régul, ils étaient aux Bahamas. Ils avaient peut-être des bouts de régul, mais la majorité de leur activité, c'était enregistré aux Bahamas. Mais après, c'est le jeu des cryptos. Le problème, c'est quand on fait des cryptos, on met ça sur une clé Ledger, il faut faire ça aussi. Non, mais c'est pour ça que les gens aussi se posent la question, disent ok, super, Goliath, bon, c'est intéressant, les frais sont bien, etc. Mais est-ce que voilà, j'ai pas plus de risques, est-ce que je ferais pas mieux d'aller chez BNP, sur la plateforme bourse de BNP. Bon courage. Mais celui qui veut investir chez BNP et comprendre leur plateforme. D'ailleurs, j'ai jamais compris, j'en parlais avec un ami ici qui est en Suisse à Lausanne, j'ai jamais compris pourquoi les banques traditionnelles n'ont jamais réussi à faire, si ce n'est un e-banking ou une plateforme, tu vois, qui tient la route, un million, ils sont incapables de faire un truc qui est bien. Les néo-brokers comme Goliath sont l'ennemi public numéro 1 des banques. C'est simple à comprendre. Pourquoi ? Parce que la bourse en elle-même ne rapporte pas d'argent aux banques. Donc quand ils vont te placer un ordre à 10 000 € et qu'ils vont gagner 10 € de frais, ça ne les intéresse pas. Et donc ils préfèrent quoi du coup ? Ils préfèrent ne pas mettre en avant le marché boursier pour leurs clients et avoir l'argent de leurs clients pour les placer sur des comptes à terme, des crédits merdiques, faire des crédits, leur vendre des assurances vie et plein d'autres choses, tu vois. Et en fait, les banques n'aiment pas la bourse pour leurs clients. Et on a la preuve, on a une cliente qui a reçu un papier de sa banque en lui disant que les investissements en bourse sont risqués et qu'ils ont des meilleurs produits à proposer. Mais ça c'est une honte, ils bloquent les dépôts. J'ai déjà vu, moi, quand je travaillais pour un courtier, qui était vraiment, pour le coup, très très bien réglementé, une réglementation à l'échelle européenne, comme toi. Et il y a des banques qui refusent d'accepter de faire les virements vers ces plateformes qui sont réglementées en Union européenne. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Alors après aussi, les banques, le problème c'est que si après les clients perdent, ils peuvent se retourner vers les banques. Il y a aussi des trucs un peu comme ça, donc elles se surprotègent, mais je pense que c'est surtout que c'est pas dans leur intérêt de voir du cash partir des banques pour aller... Mais en Suisse, tu sais que c'est complètement différent. En Suisse, les banques, elles sont axées investissement. Vous allez à la Poste Finance, c'est la banque suisse un peu étatique. Vous allez simplement à la Poste pour envoyer une lettre. La personne va essayer de vous vendre un fonds d'investissement de leurs produits, etc. Donc il y a aussi un ADN complètement différent. Mais c'est vrai qu'en France,
toutes les banques, leurs plateformes de bourse sont horribles. Moi, j'étais à l'époque, je crois, lorsque j'avais une boîte en France, c'était à la CIC, je crois que j'étais. Leur plateforme bourse, mais c'était une catastrophe. Pour passer un ordre, pour parler du CIC parce que je suis là-bas, du coup. Ah ouais. Non, mais c'est connu que les plateformes banques sont archaïques. On peut parler de la Société Générale. C'est la pire application pour trader sur le marché. La pire. Et du coup, en fait, les banques, le problème, c'est qu'elles font très bien leur travail sur certains points. Et tu as tout, que ce soit néo-broker ou microcrédit, ces plateformes-là qui viennent et qui prennent des bouts de marché aux banques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les banques sont amenées à fermer énormément d'agences, parce qu'aujourd'hui, tout est dans le digital. Mais c'est clair. Tous ces néo-brokers, encore une fois, c'est l'ennemi public numéro 1 des banques. Et c'est marrant à voir, parce que ça les affaiblit un petit peu, un peu trop peu même, malheureusement. Mais ils sont en train de se réveiller et racheter des boîtes comme nous pour pouvoir être solide sur le marché. Tant mieux pour toi, à la limite, si un jour tu vends ton projet, je sais pas, dans 20 ans, J'aimerais ne pas vendre à une banque. J'aimerais ne pas vendre à une banque parce qu'ils vont évidemment perdre l'ADN d'un néo-broker. Mais il y a d'autres... Ne me parle pas de banque, moi j'ai une haine contre les banques, à part ma banque en Suisse ici, je vais pas la citer, où ça se passe très bien, mais sinon les autres banques, c'est une galère. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvaises banques, mais il y a des bons et mauvais conseillers. Non, je pense qu'il y a des banques aussi, elles ont des process où c'est tellement lourd, c'est des usines à gaz, on peut rien faire. Et moi, je vois, j'ai créé plusieurs entreprises, j'ai plusieurs projets, souvent liés d'ailleurs au trading. Rien que d'avoir une banque, c'est compliqué, quoi. Juste d'avoir un compte bancaire quand on a une activité qui est 100% légale, etc. Juste avoir une banque, c'est ultra compliqué. Ouvrir un compte, c'est compliqué. C'est ça qui me rend fou. Alors après, c'est des contraintes réglementaires que vous allez aussi être confronté parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça se durcit de plus en plus. Mais c'est vrai que je me posais cette question et merci pour la réponse. Je pense que tu es vraiment pour le coup dans le juste. Alors il me reste 2 dernières questions que généralement personne n'ose poser à un gérant de broker. C'est le titre que j'avais mis. Ça, c'est une question qui m'a été posée par un abonné qui s'appelle Matt, qui se reconnaîtra. Et j'avoue qu'elle est assez intéressante. Je ne sais pas si tu pourras nous répondre, mais est-ce que les courtiers comme toi, en fait, ou surtout encore pire, les gérants de brokers, donc toi, c'est toi qui a posé beaucoup d'argent sur la table pour créer ça, tu as parlé de la licence, etc. Clairement, est-ce que tu as des infos que les particuliers n'ont pas? Je sais pas, moi, tu as peut-être le terminal Bloomberg, je sais pas quel genre d'outil tu utilises, mais est-ce que tu as des infos un petit peu exclusives que tu pourrais exploiter? Bon, tu n'auras pas le droit de faire, évidemment, mais... Alors, j'ai aucune info sur le marché. J'ai les mêmes infos que quelqu'un qui va s'intéresser à l'actualité quotidienne, tu vois. J'ai pas d'infos. En revanche, j'ai beaucoup de data. On a beaucoup de data. Tu veux dire les data de tes clients, tu sais ce qui marche pas sur tes clients, ce genre de choses? C'est ça. Je vois le long terme, le court terme, qu'est-ce qui marche et ce qui marche pas. On va avoir des alertes quand on est, tu vois, un jour comme le lundi noir d'hier, où on est margin call de partout sur les investissements court terme et tout le monde qui se fait couper les positions. Donc tu vois que tu as tout le monde qui se fait couper sur une position. Est-ce que c'est intéressant de rentrer maintenant? Et voilà, à part de la data qu'on n'utilise absolument pas parce que c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est pas de trader, c'est pas d'investir. Nous, notre métier, c'est de donner la possibilité. Je crois que c'est délicat aussi avec les réglementations. Oui, on n'a pas le droit d'investir ou de trader des gros montants, tu vois. Et pour l'instant, parce que peut-être comme ça, on peut être interdit. Non, mais je te disais d'exploiter les données des clients. Je sais pas si vous avez le droit. Je sais que, je vais pas citer ici, mais il y a un gros investisseur ici en Suisse, à Genève, qui avait à l'époque bon, il n'est pas si connu que ça, mais qui avait à l'époque des courtiers un peu à l'étranger, etc. Et lui, il avait créé un fonds issu de toutes les datas qu'il avait sur son courtier. Donc, il avait plein de particuliers qui tradaient. Il arrivait soit à capter ceux qui étaient bons ou ceux qui n'étaient pas bons pour prendre des positions inverses. Et il avait créé un fonds par rapport à ça. Je ne crois pas que ça soit légal, mais par exemple, sur les propres firmes, aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas que bon, le modèle, c'est on paye les challenges, on a du capital, etc. Et c'est très bien, mais c'est aussi que tout le trading qui est fait sur les propres firmes, il est scruté, analysé. Je ne sais pas quel logiciel, peut-être c'est boosté par l'IA, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça, c'est analysé. Et derrière, ils arrivent à créer des stratégies, à récupérer les strates qui fonctionnent, à faire l'inverse de certaines typologies clients. Et tout ça, après, c'est des algos. Et c'est là où il y a énormément d'argent qui est généré par ces boîtes-là. Et maintenant, vous, c'est vrai qu'à mon avis, déjà, dans l'état actuel, c'est pas intéressant parce que c'est sur des courtiers qui ont souvent beaucoup plus de clients. On parle de 500 000 clients
Avec des volumes énormes. Surtout avec des volumes énormes ou des propres firmes, typiquement comme FTMO. Je m'avance pas en disant ça, j'ai pas aucune preuve, mais je suis persuadé qu'ils exploitent les datas qu'ils ont parce qu'ils sont gigantesques, FTMO. Ils ont racheté d'ailleurs le courtier Oanda, qui est un courtier américain. Okay. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui non, on n'a pas d'infos, et encore une fois, nous, notre métier, c'est vraiment de donner les meilleurs outils pour investir ou trader. Et donc voilà, on le fait un petit peu. Alors moi, je place mon argent long terme en bourse, et sur la partie trading très peu. Mais j'ai pas plus d'infos que quelqu'un qui écoute BFM. J'écoute BFM tous les jours de 10h à midi, parce qu'il y a tout pour investir avec Lorraine. Et voilà, je m'intéresse à ça à fond. Ouais, je suis passé sur son émission, et qui est hyper intéressante. Tous les matins, tu as énormément d'invités. C'est hyper cool, et ça te donne une bonne actu sur les marchés. Tu as même des conseils en investissement qui te donnent c'est pas mal. Moi, quelques actions à trader, et ça marche pas mal. Ah ouais. Il y a des bons analystes qui passent. Parce que BFM, ils ont le site Trading Stat. Ça appartient à BFM, c'est BFM Bourse. Okay. J'utilise presque tous les jours en fait les points marchés. Ça se donne des points marchés toutes les demi-heures, toutes les heures, selon ce qu'il y a. Et ça te fait un petit résumé très simple. Et c'est pas mal. Dernière question dans cette partie 2. Après, si on a un peu de temps, on passera sur le reste, un peu tes stratégies, etc. Et les autres questions que se posent. Bon, tu n'es pas obligé de répondre. Combien gagne un gérant de broker globalement c'est une question. C'est super vaste. Tout le monde parle d'argent, tu sais bien. Ouais. Non, c'est super vaste. Pour vous dire, encore une fois, nous, on a été rentable pendant quelques mois. Là, on l'est plus parce qu'on a levé de l'argent et que notre but, c'est d'aller chercher de la croissance. T'as des brokers qui vont gagner 4, 5, 6 millions d'euros par mois, comme t'en as qui perdent des sommes astronomiques tous les mois, tu vois. C'est pas un métier facile dans le sens où c'est d'aller ramener un client sur ta plateforme, ça coûte cher. En revanche, si tu as une bonne plateforme, il reste ton client et il est là pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est pas un business où tu trouves de l'argent tout de suite, où tu génères du cash tout de suite. Loin de là. Nous, on est une petite équipe, on est 20 personnes, on va monter à 30 personnes. Mais je parlais surtout en tant que, tu vois, un employé, par exemple, qui vu un broker. Alors toi, tu n'es pas employé vu que tu as créé ta boîte, donc tu vas pas forcément te mettre des salaires de dingue, parce que c'est pas forcément dans ton intérêt spécifique, en tout cas là maintenant. Mais quelqu'un qui dirige un broker, vu que tu es dans l'industrie, combien on peut gagner quand on est un peu au board, on va dire, chez un courtier qui tourne? T'as un ordre d'idée par rapport à ça? Ouais, encore une fois, tout dépend de ton broker, tu vois, mais nous, on a des salaires qui sont assez élevés. Nos salariés, pour les gens qui sont en Suisse, ça va paraître ridicule, mais on n'a pas un salarié en dessous de 3 000 euros par mois. Okay. Tu vois, après, tu as les charges, tu as tout ça, mais... En France, 3 000 euros, ça coûte 6 000 euros à la société, quoi. Ouais, complètement. Donc c'est déjà... alors après, voilà, on a quelques quand même un peu plus bas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des salaires qui sont chers, surtout quand tu es dans le milieu de la finance. Tu as un directeur, tu as une compliance officer... c'est du 3 500, c'est du 4 000, plus les charges. Donc ça représente beaucoup d'argent. Mais encore une fois, on n'est pas sur un business lambda où tu peux avoir des personnes qui ne sont pas assez bons. On est sur un business qui touche à l'argent des clients et on est dans l'obligation d'être à la pointe, que ce soit de la technologie. On ne peut pas avoir des développeurs moyens, on a des excellents développeurs. Mon associé qui est très très bon, et sans lui, j'aurais même pas pu faire un quart de ce qu'on a fait. Et après, tu as la partie compliance, directeur, board, qui vont prendre les décisions réglementaires. Et ça, c'est pas des personnes qui sont moyennes, loin de là. Ok. Merci beaucoup, Clark, d'avoir joué le jeu sur cette partie-là. Je t'ai pas forcément posé que des questions faciles. Maintenant, on va passer sur d'autres questions plutôt liées peut-être à des stratégies d'investissement. Donc, tous ceux qui regardent ce podcast, si vous souhaitez investir en bourse, écoutez bien cette partie-là, ça peut être intéressant. Déjà, il y a une question qui revient souvent, alors pas pour le côté trading, où là on va quand même passer pas mal de temps, mais pour le côté investissement, selon toi, combien de temps on doit passer sur les écrans, ou combien de temps on doit dépenser pour... Sur la partie investissement. Ouais, sur la partie investissement, pour faire des choses assez intelligentes. Tu sais, il y a... l'investissement, les personnes qui veulent trouver des pépites, et là, ça va prendre un peu de temps. Ouais. Écouter les infos, que ce soit du BFM, aller regarder les échos, Bloomberg, enfin, il y en a plein. Ça va te prendre du temps. En revanche, si tu veux
investir sur du 6, 7, 8% par an, tu vas aller sur du CAC, sur du S&P, sur quelques bons ETF et ça va te suffire. Et tu n'as vraiment pas besoin de passer beaucoup de temps sur tes écrans, je vais te dire encore mieux, même zéro. Pourquoi ? Parce que tu mets de l'achat récurrent, tu mets ta carte bleue, ça te prélève automatiquement. Tous les lundis, tu sais que tu vas être prélevé 100 € sur les S&P, 100 € sur le CAC et ça se fait tout seul. Je te dis, c'est 2 ETF, mais tu peux prendre des actions, tu peux faire ce que tu veux. Ensuite, tu as une autre... Ça, vous permettez d'automatiser. Hein, bien sûr. C'est ce que j'avais vu. Ouais. Bien sûr. Après, tu as une autre sorte d'investisseurs. Tu as ceux qui veulent trouver les meilleures actions en avant-première, genre il y a 5 ans, 6 ans, tu aurais investi sur Nvidia. Tu vois, alors que ça existe depuis déjà très longtemps. Hein. Eh bien, il y a peu d'investisseurs qui auraient pu le voir. Enfin, non, tu en as beaucoup, mais il fallait faire des recherches. La plupart des investisseurs, en général, sur des plateformes comme Goliath, disons 20-30%, où c'est du mass market, c'est plutôt des suiveurs. Donc, c'est pas mauvais d'être un suiveur en bourse. Hein. Tu peux très bien être un suiveur. Si tu suis les bonnes personnes, ça va marcher pour toi. En revanche, si tu cherches les petites pépites qui vont exploser dans les prochaines années, là, il faut passer beaucoup de temps, que ce soit sur tes écrans ou ailleurs, parce que les écrans, parfois, ça ne suffit même pas, pour trouver ces entreprises-là et investir en avant-première. Ok, ouais, très clair. Effectivement, ouais, si on commence à aller sur tous les sites internet, qu'on veut faire du stock picking, chercher la valeur, etc., parfait, moi, pourtant je suis du métier, je ne fais pas ça. Ah oui. Sauf si j'ai une information qui me vient, etc., pour essayer avec raison, mais sinon je ne fais pas ça. J'ai investi tous les mois dans une certaine somme, je fais du DCA. Et ça prend que dalle longtemps. Ça prend rien du tout. Même en 15 minutes par mois, moi je fais des DCA mensuels, pas weekly. On prenait une demi-heure tous les mois, enfin, c'est quand même jouable. Hein. Ouais. Ça va pas vous tuer. Et c'est quoi donc tes stratégies à toi, peut-être d'investissement? Qu'est-ce que tu peux recommander alors, sans faire vraiment de conseils, on va vraiment axer ça sur le côté pédagogique. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux recommander? Quelqu'un qui est totalement débutant en bourse, qu'est-ce qu'il peut faire là, concrètement dès demain pour, on a dit, préparer sa retraite, mettre en place quelque chose de sympa? Je laisse 1 minute, top chrono. Pour qu'il puisse là, concrètement le mettre en place. Déjà, l'ETF. L'ETF, c'est quelque chose de plus safe pour quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Tu as le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Ça, tu as le MSCI World, où je crois que c'est 1500 entreprises, avec toutes les entreprises du monde, les meilleures. Donc ça, c'est quand tu commences et tu ne connais rien. Ensuite, tu as l'obligation, si tu ne veux pas investir dans des ETF directement, de diversifier ton portefeuille. Là, aujourd'hui, si tu avais investi que sur la tech américaine, ton portefeuille il perd 30 à 40% depuis le début de l'année. Par contre, si tu as investi non seulement dans des secteurs différents, mais aussi géographiquement dans des pays différents sur les entreprises, ton portefeuille aurait pris un coup, mais pas un énorme coup. Donc, un peu de food, un peu de tech, un peu de transport, un peu d'armement, enfin, un peu de tout ce qui est Veolia, enfin, tout ce qui est écolo, vert, énergie, c'est important. Donc, diversifier un maximum. Pas trop non plus. Prenez 4-5 secteurs dans lesquels vous allez investir. Voilà, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il ne faut pas être... Mais comment il choisit les actions si tu dis qu'il faut diversifier? Comment il choisit les... Utilisez des actions que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien. En gros, de la vie courante, par exemple, on se brosse les dents, l'action Colgate, service de consommation. Du Colgate, du Disney, du Visa, du Mastercard, des banques, du McDonald's, du Domino's Pizza. Tu vois, toutes ces actions-là qu'on utilise au quotidien. Qui sont palpables, en fait. Et on arrive à voir qu'il y a une vraie entreprise derrière, on comprend ce qu'il y a derrière. Du Microsoft, du Apple, on utilise tellement du Spotify, on utilise tellement d'entreprises au quotidien que vous pouvez placer dessus en diversifiant toujours et pas mettre tout sur une seule valeur. Mais ce que tu dis, c'est super intelligent parce qu'au final, assez peu de gens le disent hein, sur Internet. Souvent, c'est des choses assez complexes, mais en fait, il faut investir dans des boîtes qu'on connaît en fait. Je pense que au départ, c'est vraiment du bon sens. On peut s'intéresser à des boîtes plus complexes comme Air Liquide ou d'autres boîtes ou dans les fintech ou que sais-je. Il faut d'abord commencer. Mais il faut d'abord commencer par encore une fois, des éléments à mon avis qui sont palpables. Et comme tu l'as dit, diversifier. Donc ça, c'est vraiment le conseil, entre guillemets, entre gros guillemets, le conseil de Clark. Et après, bon, il y a les ETF. Tu l'as dit, tu as l'ETF World.
Bon, en ce moment, c'est à cata en bourse, mais pour tout, hein, tout est corrélé. Tu as le TF World qui a quand même bien baissé, mais globalement, sur le long terme, le TF World, en une seule ligne, on a 1000 ou 1500 boîtes en une seule ligne. Donc la diversification elle est immense. Et ça, vous pouvez le mettre en place tout de suite. Donc tous ceux qui regardent ce podcast, qui disent « Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas comment investir », vous investissez dans un ETF qui est bien diversifié, ou même un ETF SP500, il y a 500 boîtes américaines, certes, mais qui font du business à l'international. Bien sûr. Donc c'est super intéressant. Maintenant, juste un petit warning, c'est quand on fait de l'investissement en bourse, c'est pas pour le faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Selon moi, ça sert à rien. C'est mon avis. Hein. Il y en a, ils vont dire, mais non, on peut faire de l'argent. Oui, on peut faire de l'argent sur 2-3 mois, mais c'est du casino. Moi, je peux pas anticiper si Trump, il va dire quelque chose de positif, négatif, etc. J'ai pas de boule de cristal. Par contre, sur le long terme, c'est plutôt moi, ce que je dis à nos clients, c'est parce que parfois, tu sais, j'ai des clients au téléphone qui ont 70 ans. Ils me disent, Clark, moi, je peux pas investir pour les 20 prochaines années. Tu vois, ce qui est compréhensible. Donc, ce que je dis, c'est que si vous voulez investir en bourse, c'est minimum 3 ans. Quand vous voulez prendre une position, c'est minimum 3 ans. Après, évidemment, tu as une position qui fait plus 20% au bout de 3 semaines. Tu as tout à fait le droit de vendre. Exactement. Après, le problème de ça, c'est qu'on commence un peu à être dans l'émotionnel. Ça peut être intéressant de faire ça, mais peut-être sous un autre compte. Ouais. Mais si tu vois, tu fais du SP500 en DCA, bon, c'est pas parce que le premier mois, tu as pris 20% qu'il faut forcément sortir. Je pense, garde ta stratégie long terme. Par contre, sous un autre compte, avec Goliath par exemple, bon, bah là, tu as fait plus 20, bon, tu as tout intérêt de dégager vite parce qu'il y a quand même statistiquement peu de chances qu'elle fasse plus 40, plus. Exactement. Mais ok, merci pour ta stratégie. Alors, je regarde ta stratégie simple, hein, une nouvelle fois. Je regarde justement s'il y avait d'autres questions par rapport à l'investissement en bourse, notamment. Question qui va être très délicate à traiter, hein, une nouvelle fois, mais avec quel capital on peut espérer vivre donc pas du trading, mais de l'investissement. Et je ne parle pas de créer et de financer sa retraite. Est-ce que toi, tu as des clients chez Goliath qui sont suffisamment fortunés, ils récupèrent, je ne sais pas, des dividendes ou via de la plus-value, via une diversification. Ils n'ont plus besoin de travailler, en quelque sorte, rentier avec la bourse. Et si c'est le cas, selon toi, à partir de quel capital c'est possible? Peut-être tu vas pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure sur tout ce qu'on entend sur Internet par rapport à l'investissement en bourse. On n'a pas de clients encore qui vivent de leur investissement. On a des clients qui touchent pas mal de coupons grâce aux produits structurés. Tu vois, on peut parler d'un client qui a mis 300 000 € en structuré à 10% par an. Tu vois, donc il va toucher 2 500 € par mois, ce qui est pas mal en vrai. Clairement. Sur des structurés où tu as des coupons, après, tu vas avoir des dividendes sur des actions, mais c'est toujours toujours faible. Donc, on n'a pas de clients encore qui vivent de ça. Par contre, pour préparer sa retraite, c'est d'investir de manière récurrente. Et dans 20 ans, 30 ans, vous avez un portefeuille avec X milliers d'euros et que vous allez pouvoir vendre au fur et à mesure pour vivre. Nous, ce qu'on propose avec Goliath, c'est pas du jour au lendemain être millionnaire grâce à la bourse. Loin de là, c'est pas ce qu'on promet en tout cas. C'est de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Vous allez dans les hôtels 3 étoiles, très bien. Si vous investissez en bourse, dans quelques années, vous allez pouvoir aller dans les hôtels 4, peut-être 5 étoiles. Je comprends. Dans des meilleures vacances, pouvoir offrir plus de cadeaux à votre famille, pouvoir avoir des moments plus meilleurs, on va dire, parce que l'argent, c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui est important pour tout le monde, même si l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent aide à être heureux et nous permet d'avoir accès à des choses que quand on les a pas, parfois c'est un peu chiant. Non, et puis même laisser de l'argent dormir. Encore une fois, on va reparler des banques, hein, sur des comptes bancaires, ça n'a pas vraiment d'utilité, rien quand on parle de l'inflation. Donc il faut avoir le réflexe d'investir. Malheureusement, on a trop peu ce réflexe en francophonie. En Suisse, c'est un petit peu différent, comme je l'ai énuméré tout à l'heure. Mais c'est vrai que rien qu'en fait, juste le discours de dire on ne laisse pas de l'argent en banque parce qu'on perd de l'argent avec l'inflation, déjà, c'est ça qui devrait vous pousser à investir, c'est sûr. L'objectif d'être libre financièrement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête dès le plus jeune âge. Et le problème, c'est que c'est encore une fois, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est pas la mentalité franco-française aujourd'hui. Mais c'est en train de changer. Il y a un tabou avec l'argent toujours. Il y a un tabou avec l'argent, oui.
je trouve ça dommage. C'est pour ça que ta mission elle est intéressante. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu non, disais. mais comme tu dis, il y a un tabou avec l'argent. Mais tu vois, grâce à des gens comme toi qui fait des podcasts, comme on parlait tout à l'heure de David Laroche, qui est notre partenaire également, qui éduque les personnes financièrement et qui même éduque sur la psychologie autre que l'argent, c'est quand même quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui, que l'argent est moins tabou et beaucoup plus de personnes veulent travailler dur et ne veulent plus compter sur leur retraite et prendre leur argent en main. Et c'est exactement, on le voit au quotidien, parce que nos clients veulent prendre leur argent en main, n'ont plus confiance en la politique qui est de plus en plus complexe en France, n'ont plus confiance au système des retraites et se disent moi, ma seule solution de m'en sortir, c'est que je prenne mes finances en main et du coup par moi-même. Ouais. Et donc, comme je dis, ça commence à être de moins en moins tabou grâce à des gens comme toi et ce que tu fais aussi au quotidien et grâce aussi à des gens comme nous, comme Goliath, où on éduque les gens financièrement. Ouais, c'est très intéressant ce que tu disais. Je regarde s'il y a une autre question. On va terminer le podcast d'ici 5-8 minutes. Donc, je vais juste essayer de sélectionner peut-être les questions que j'ai pu recevoir qui sont peut-être les plus pertinentes. Il y a une question aussi qui revient souvent. Je pense que je vais en profiter pour te la poser par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, selon toi, risque de tuer, on va peut-être aller plus loin, les traders particuliers et les investisseurs? Parce qu'on se rend compte que les intelligences artificielles aujourd'hui elles font des trucs vraiment de dingue. Moi-même, j'utilise ChatGPT, des extensions de ChatGPT. Je trouve ça fou. J'ai du mal à même imaginer que ça existe. Et je me dis, est-ce que ça ne va pas rendre le trading manuel ou l'investissement, on va dire monsieur, madame, tout le monde, obsolète? Et est-ce qu'il n'y aura pas que de la place pour ceux qui ont la main sur ces intelligences artificielles? J'ai mon avis, mais je te le donnerai après, mais j'aimerais bien avoir le tien avant. Évidemment que l'intelligence artificielle, alors ça ne va pas tuer, mais ça va donner des opportunités beaucoup plus grosses sur les marchés pour les personnes qui savent un peu moins utiliser les marchés et l'analyse technique, comme tu disais. L'intelligence artificielle va pouvoir le faire. Mais je n'ai pas encore de preuves comme quoi ça fonctionne, comme quoi une IA elle peut donner les bonnes maîtrises. Mais à la vitesse à laquelle ça va, évidemment qu'il va y avoir des outils pour trader et gagner plus d'argent plus vite. Mais grâce à l'IA. Grâce à l'IA, oui, mais s'il n'y a que de l'IA sur le marché, est-ce que l'IA va pouvoir battre l'IA? Donc c'est ça aussi, devient dingue là. c'est aussi une question donc, à voir. Ouais. Moi, mon avis, il est simple, c'est que la psychologie humaine restera toujours la même, parce que c'est des humains derrière qui ont du cash, qui ont de l'argent. Donc on l'a vu là avec la baisse qu'on a eue sur la S&P, on a eu une baisse violente en 72 heures. Hein. Ouais. Quand même, c'est assez violent sur la S&P, sur d'autres. Ce qui est très rare. Hein. Et j'ai reçu des messages, mais tu me crois pas, mais j'ai reçu beaucoup de messages de clients UGK Trading qui font de l'investissement, notamment via le programme que j'ai cofondé avec Marc Raffard sur les ETF. Que j'adore. Qui est adorable. On le salue d'ailleurs, Marc, si tu regardes ce podcast. Et des personnes qui étaient en train de stresser, alors ils mettent en place des DCA dynamiques ou statiques, des choses long terme. Et il y en a qui ont clôturé leur position parce que ça a baissé. Non, c'est la fin, je clôture tout, j'arrête. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la psychologie. C'est-à-dire qu'on a beau leur donner une bonne stratégie. Ils ont beau être aidés par l'IA, par la physique quantique, par la NASA, j'en sais rien. En fait, il y a la psychologie derrière. Et au final, à partir du moment où il y aura la psychologie, il y aura toujours des niveaux de prix, des stops, des objectifs à aller chercher. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ça va rien changer à ce niveau-là, sur la base, sur le fond. En revanche, celui qui n'utilise pas l'IA, il va perdre en compétitivité par rapport à une personne qui utilise l'IA, notamment pour analyser plus rapidement des entreprises, voir à quelle entreprise est performante, voir là où il y a des failles dans des boîtes quand on utilise des fondamentaux, surtout sur l'investissement. Et ça, avec l'IA, c'est facile parce que moi, avec l'IA, j'analyse tout un tas de données, notamment sur mon propre business, pour voir le chiffre d'affaires que j'ai fait par rapport au mois dernier, quelles pourraient être les prévisions. Ça, l'IA, elle me fait en 2 secondes. Avec la petite extension qu'on a sur ChatGPT, c'est la version payante où elle peut analyser les datas. Ouais. Pour moi, il faut être bête si on n'utilise pas ces outils aujourd'hui sur de l'investissement en bourse. Et c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas prendre ce virage-là, pour moi, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés. Ah, mais je suis d'accord avec toi que les analyses, on va pouvoir. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux comme Bloomberg, aidés par l'intelligence artificielle, qui va être beaucoup plus sympa. Mais les analyses,
avec l'IA, c'est une super bonne stratégie. Après, une IA qui trade pour toi, c'est encore autre chose. Ça va arriver. Je pense que ça existe même déjà. Ça existe déjà, mais ouais. Ouais. Je sais pas si ça marche. Mais... Voilà. Donc, c'était plutôt sur ça sur lequel je répondais. Mais évidemment, céder de l'IA pour créer des analyses et créer même des stratégies, tu vois, pour t'aider à t'aiguiller sur les marchés, ça oui, évidemment. Ok. Bah, merci beaucoup Clark pour ton temps. Je regarde juste une dernière question si j'en ai une, mais je crois qu'on a fait le tour. Sinon ça va être un peu redondant. Il y a une question qui m'a été posée, je ne sais même pas si je vais te la poser. Je la pose rapidement, hein, mais on va clôturer dans tous les cas ce podcast. Est-ce que la bourse c'est comme le casino? Une question qui a été posée par un grand débutant. Oh non, pas du tout. Mais ça peut avoir entre guillemets un lien pour ceux qui font n'importe quoi et qui utilisent la bourse comme évidemment un jeu, mais sinon ça n'a rien à voir. Ça repose. C'est pas que du hasard. Pas que du hasard. Exactement. Même si ce qui s'est passé hier, ça aurait pu arriver demain ou après-demain, mais ça arrivait hier, tu vois. Donc il y a quelques points de hasard parce que la géopolitique, parce qu'il peut y avoir une actu, une news. Mais c'est pas du hasard. Ouais, et je précise qu'on est le mardi 8 avril au moment où on tourne. Et donc, il y a eu là très récemment, parce que je ne sais pas quand sera posté le podcast, il y a eu récemment des forts mouvements. Mais même quand il y a des forts mouvements comme ça, on a une stratégie. Si les mouvements sont fortement baissiers, pour ceux qui font du trading, vous avez des garde-fous. On n'utilise pas trop d'effets de levier, on fait attention à pas mal de choses en fait. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut quand même maîtriser un maximum de choses quand on est bon et quand on est formé. Merci beaucoup Clark. On va arrêter le podcast parce que là on a déjà légèrement dépassé. Et évidemment, je vous invite tous, vous avez vu, j'ai posé toutes les questions, il a répondu. Je pense qu'il ne peut pas être plus transparent par rapport à son modèle. Pour ceux qui souhaitent du coup investir en bourse, faire on va dire de l'épargne un petit peu financièrement pilotée, envisager les produits structurés, Goliath, c'est une bonne option qui est réglementée en Union européenne. Regardez, ce sera le premier lien dans la description. Et si jamais, je vous mets aussi la chaîne YouTube de Goliath qui est en train effectivement de se développer, notamment avec votre analyste David Derry que j'apprécie beaucoup. Donc regardez ça, je pense qu'il y aura beaucoup de valeur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent apprendre pour le coup le trading actif, on est en dehors de l'investissement. Je vous ai également fait une initiation 100% gratuite pour découvrir un petit peu ma façon de trader. Donc on est sur quelque chose de plus technique que de l'investissement, vous l'avez compris. Merci à tous, je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers.